Merci Reda d'avoir accepté de participer ce soir au webinaire pour le compte de la commission intelligence juridique de l'Association des auditeurs en intelligence économique de l'IHEDN, avec Jean-Claude Javillier qui m'accompagne pour cette commission. Je voulais surtout que tu participes parce que je trouve que ta réflexion et tes actions sont très importantes dans le cadre de la réflexion globale qu'on a lancée, qui est qu'est-ce qu'un état de droit? Et dans le cadre de la question, donc, qu'est-ce qu'un état de droit? Je trouve que tes actions auprès des étudiants, auprès des jeunes de quartier, et auprès des forces de l'ordre et des représentants étatiques, tu vas, j'espère, nous expliquer dans le détail à la fois tes actions et ton retex. Je trouve que c'est très important, surtout aujourd'hui, dans un monde où on trouve en général que les gens ne se parlent plus, ne communiquent plus et qu'il peut y avoir des ruptures entre le citoyen et les forces de l'ordre. Voilà. L'association Graines de France a été montée en 2009. L'idée était de travailler sur différents pôles et notamment deux objets. L'un étant de recréer du lien entre les administrations et des populations un peu éloignées de ces administrations-là, de recréer des espaces de dialogue sécurisés, et en particulier avec les forces de sécurité intérieure, les magistrats, les pompiers et d'autres, hein, là où il y avait des nœuds. Et puis un second objet qui était comment on fait pour redonner la capacité à une population à pouvoir se projeter dans notre société, comment on fait pour leur permettre de casser le plafond de verre. Et donc on a monté une section empowerment qui permet à ces jeunes notamment d'avoir en face d'eux des rôles modèles et des gens qui sont en capacité de les pousser de façon positive à se projeter dans notre société. Voilà, gros trait. Très ambitieux. Du coup, ça a été assez quelques difficultés ou tu as eu un retour assez positif de la part de tous les intervenants? En fait, ça me permet aussi de dire un peu qui je suis. Moi, je suis issu d'un quartier populaire avec finalement pas de rôle modèle ou pas de gens qui avaient eu même le bac, hein, en fait, autour de moi. Et donc, il fallait casser ce plafond de verre-là et essayer de s'imaginer, de se rêver avec des métiers tels que enseignant universitaire, éventuellement chef d'entreprise, magistrat, avocat, policier, astronaute ou autre. Et c'est vrai que ce qui m'avait manqué, c'était peut-être cette capacité à avoir des rôles modèles qui pouvaient me ressembler, qui avaient déjà fait ce parcours. C'était aussi de pouvoir échanger avec des gens qui avaient fait le chemin, qui avaient cheminé et qui auraient pu me donner éventuellement les conseils ou les difficultés qu'ils avaient rencontrées, tout en essayant de les justement de les dépasser, ou de les contourner éventuellement, et puis de pouvoir me dire que c'était possible pour moi. Je me rends compte qu'on a une génération aujourd'hui, après mon parcours, hein, donc moi j'ai un parcours aussi pour savoir d'où je parle, donc où j'ai été consultant RH, j'ai été enseignant universitaire pendant une dizaine d'années, j'ai fait du cabinet au niveau départemental puis au niveau ministériel, j'ai été délégué interministériel adjoint, j'ai monté des boîtes ou des associations, je suis venu, j'ai eu un parcours à l'international, notamment aux États-Unis et à Washington et à Chicago. Et c'est vrai que ça m'avait toujours manqué. Et je n'ai trouvé mes mentors que par la suite. L'idée de présenter des mentors ou des rôles modèles à un âge un peu plus jeune, c'est-à-dire au collégien ou au lycéen, ça a un intérêt parce que finalement, ça permet pas à toute la génération, hein, pas rêver, hein, c'est pas toute une cohorte, mais ça permet à ceux qui veulent, ceux qui ont un peu d'ambition, ceux qui sont un peu malins, ceux qui veulent vraiment s'en sortir, de trouver des rôles modèles et de pouvoir échanger avec eux et d'avoir une accroche positive avec des gens qui vont pouvoir les accompagner tout au long de leur parcours. Et ça marche. C'est-à-dire qu'on a eu des lieux, on a fait ça à Avignon, à Sarcelles, à Lille, à Roubaix, à Nîmes, à Montpellier, à Lyon, la Duchère. Enfin voilà, on a fait ça un peu partout en France. Et il y avait des profils ou des jeunes qui manquaient de maturité et qui vraiment passaient à côté de l'événement. Mais en même temps, il y en avait un tiers
enfin un quart, voire un tiers, qui eux saisissaient bien l'opportunité et ont créé des liens dans la durée avec des professionnels qui venaient du même milieu qu'eux, donc de milieu populaire, et qui avaient eu un parcours où eux-mêmes se sentaient bien dans leur vie. Donc je pense à des médecins, je pense à des avocats, mais je pense aussi à des policiers, je pense à des éducateurs spécialisés, je pense à des responsables associatifs. Il n'y a pas de saut métier, il faut juste être bien dans le métier qu'on veut. Et ça, c'était très intéressant à voir. Donc un retour assez positif de la part d'un grand nombre de jeunes et surtout aussi donc des professionnels qui sont venus montrer et avec une exemplarité en fait, c'est ça hein, l'idée. Pouvoir dire vous pouvez vous en sortir, vous pouvez faire autre chose, rien n'est perdu et donc pouvoir discuter entre les différentes générations et les différents métiers. C'est ça. Et il y a pas tant de plafond de verre que ça, si ce n'est le plafond de verre psychologique qu'on se met, qui n'est pas facile à dépasser. Hein, attention. Le plafond de verre social, peut-être, que vous avez des gens et que vous avez en interne du système des gens qui veulent vous aider, qui sont avec vous, qui veulent vous accompagner, et que vous aussi, à force de travail, à force de persévérance, hein, vous pouvez réussir et trouver votre chemin. La citation de Roland Garros m'échappe, mais je crois que c'était quoi le nom. Enfin bref, ça m'échappe, mais bon, le travail et la persévérance permettent beaucoup de choses. D'accord, donc du coup, il y a pas mal de... Tu as pu redonner pas mal d'espoir avec ceux qui t'entourent, en tout cas un certain nombre de jeunes. Et des difficultés dans la relation avec les forces de l'ordre ou ça a été assez simple pour les étudiants, collégiens, lycéens de pouvoir discuter ou vous avez abordé des sujets, j'allais dire, un peu qui fâchent ou la parole a été libre en tout cas? Nous, on aborde tout. On n'a pas de mots tabous, on n'a pas de vocabulaire tabou. On est vraiment sur l'ouverture. Là, ce que je te présentais préalablement, c'était vraiment la question de l'empowerment. Sur la question des forces de sécurité intérieure et du rapport entre les jeunes, les forces de sécurité intérieure, les habitants et les forces de sécurité intérieure, les professionnels et les forces de sécurité intérieure, amène à beaucoup de choses. Tout d'abord, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il faut qu'on arrive nous-mêmes à définir ce que sont les rôles des uns et des autres. Et dans la tête des gens, c'est pas forcément tout à fait clair. Et je pense que finalement, même chez les professionnels, c'est pas tout à fait clair. Hein. Quand on parle de tranquillité publique, de tranquillité de sécurité publique, qui sont des composantes de l'ordre public, on a la tranquillité publique qui vise à prévenir des incivilités dans la vie quotidienne et qui est notamment l'apanage des polices municipales des villes. Et puis on a la sécurité publique qui est une compétence régalienne de l'État et elle vise, elle, à sauvegarder la sécurité physique des personnes et l'intégrité matérielle des biens, tu vois. Donc tout ça est autre. La problématique qui est investie aujourd'hui, c'est que les forces de sécurité, collectivités, services publics, acteurs privés, entreprises, sécurité, bailleurs sociaux, associations ou des médiateurs œuvrant dans les espaces publics, les associations de prévention et de délinquance, ça fait beaucoup d'acteurs, ça fait beaucoup de périmètres et ça crée aussi ce dont on a pu percevoir, beaucoup de zones grises. De zones finalement, on prend Paris, tu as une police nationale, tu commences à avoir une police municipale non armée encore, et entre les deux, tu as plein de zones grises dont personne ne s'occupe. Et qui crée un sentiment d'insécurité auprès des populations. Nous, les problématiques qu'on a pu percevoir sur ce sujet et qui rejoint le sujet global, c'est que cette relation institution-population est au cœur de ces problématiques-là. Pour les habitants, on demande sur ces sujets de plus de proximité et de compréhension. C'est une question aussi qui revêt une actualité urgente. On voit bien hein, les différentes agressions, sapeurs-pompiers, policiers. Et puis c'est des tensions accrues, en particulier avec les forces de sécurité intérieure, pour une partie de la jeunesse et même des Français. Hein. Quand tu vois le dernier rapport de la défenseur des droits là, sur la confiance de la population française sur les forces de sécurité intérieure, on a un vrai sujet.
Et enfin, je dirais qu'on a aussi une profession en crise. Il y avait la possibilité pour les fonctionnaires à l'arrivée du président Macron de pouvoir quitter la fonction publique par le biais d'une convention. On sait que ça a été stoppé par le ministère de l'Intérieur parce qu'il y avait une hémorragie en fait. Et on sait que ces années-là, ça reprend et qu'on a beaucoup, beaucoup de policiers qui veulent quitter ces métiers-là parce que ça devient difficile. Oui, on a le même problème dans la gendarmerie, je crois, hein, c'est ça, hein, Jean-Claude, hein. On avait lu un article où il y avait plus de 25 000 cas de démission, entre guillemets. Et donc, du coup, il y a peut-être une nécessité de recréer une vocation, en tout cas, redonner du sens aussi pour ces professionnels. Absolument, absolument. Et si on voulait dérouler de façon un peu construite, là, avec du temps et le temps que vous me donnez, moi, je le déroulerai en 4 temps, la question que tu poses et plus largement. Si tu veux bien, je partirai sur un état des lieux de cette relation police-population, en première partie. Il faudrait aborder aussi la question de comment la question de la relation police-population s'intègre dans les politiques publiques. Quel dispositif institutionnel. Ensuite, on pourrait revenir sur des retours d'expérience et de terrain. Mhm. Et enfin, on pourrait regarder les bonnes pratiques en France et à l'étranger. Très bien, ça nous va. Ça vous Enfin, va? c'est parfait. Excellent. Merci beaucoup. Bon. Bon, si on fait un état des lieux de cette relation population-force de sécurité, force est de constater qu'on est passé en fait par des épreuves dont on n'a pas toujours su tirer les leçons. Je pense aux émeutes. On a eu ceux de 83, on a eu celle de 2020, de 2005, on a eu celle de 2023 avec Naël, avec des points communs et des différences si on interroge les territoires, le tissu associatif et la réponse politique. D'abord, le niveau de confiance dans la police. On a en général un bon niveau de confiance, même si là, l'étude du DDD, c'est-à-dire qu'on a un niveau de confiance, en gros, qui est entre... Enfin, on y reviendra, mais entre 65 et 72. Là, sur la dernière étude du défenseur des droits, elle descend à 54. Mais la question n'a peut-être pas été posée de la même façon. On a, en même temps, quand on se regarde, on s'inquiète, quand on se compare, on se rassure. On a un niveau de confiance plus élevé dans la police que dans la justice. Et on a une confiance moins élevée que dans d'autres pays européens comparables. C'est-à-dire si on avait à comparer avec l'Allemagne ou avec l'Angleterre. On sent bien qu'il y a un segment particulier de la population qui est dans une relation de défiance et de méfiance, notamment les jeunes. Notamment les jeunes. On l'a pu le voir avec la marche des beurs. Là, ça s'est vraiment embrasé aussi sur ces questions-là. Les points communs de ces différentes émeutes, immuables, depuis 40 ans, hein, le même scénario. Intervention de la police, affrontement entre jeunes des quartiers policiers, marche blanche, et ça donne depuis 40 ans 45 épisodes d'émeutes. Les Minguettes, ceux de 1983, c'est les Minguettes à Vénissieux, à la suite de plusieurs épisodes de violence policière, et notamment d'un jeune blessé par un tir, Clichy-sous-Bois, Ziad Bouna, avec des poursuites qui sont poursuivis par la police et puis qui se cachent dans un transfo et qui sont grillés. Et avec, là, pour le coup, 2005, une situation un peu particulière parce qu'on est pré-élection présidentielle de 2007 et on a différents acteurs qui rentrent en scène, notamment un ministre de l'Intérieur, qui joue sur ces questions-là pour se faire élire. Donc, qui, pour moi, aggrave un peu la situation, en tout cas vient mettre de l'huile sur le feu par rapport à cette problématique. Et puis on a 2027, l'affaire Naël. Toujours sur les points communs, donc le même point de départ, hein, selon le directeur de recherche du CNRS, Sébastien Rocher, hein, et pour lui, il existe deux mécanismes de déclenchement, des émeutes, et l'origine est toujours un acte brutal policier ou un décès lors d'une opération de police. Toujours comme point commun, on a des destructions d'équipements publics, écoles, gymnases, médiathèques, commissariats, dont les habitants sont les premières victimes. Et puis enfin, on a l'appel au calme des associations et des habitants. On pourra revenir sur tout ça aussi, ensuite en termes de solutions ou en termes de, notamment
de, de résultats. On pourrait comparer deux villes, on pourrait, voilà, notamment Sarcelles et, et Aulnay-sous-Bois, qui sont un peu comparables, et on pourrait regarder sur les dernières émeutes en 2023 quels ont été le résultat des uns et des autres en termes de coûts dus aux émeutes et ce qui avait été fait préalablement et en termes de nombre d'éducateurs spécialisés, de nombre de caméras et de nombre de forces de sécurité intérieure. Sur les différences territoriales et d'intensité. En 1983, on a des épisodes d'émeutes qui sont localisés en banlieue lyonnaise. Voilà, ça bouge pas trop. En 2005, on a un départ à Clichy, puis on a une extension dans les quartiers sensibles, les plus difficiles de France. Donc, ça part un peu partout. Aulnay, Meaux, Sevran, enfin voilà, ça décolle. Entre 2005 et 2023, on a le nombre de communes, départements touchés qui est en très forte augmentation. C'est-à-dire que les émeutes sont allées sur des territoires où vous n'avez pas l'habitude d'aller. Beaucoup de villes moyennes ont été touchées, beaucoup de villes de moins de 30 000 habitants ont été touchées. On a une extension par rapport à 2005 au-delà des quartiers de la politique de la ville et au-delà des quartiers dits de reconquête républicaine à des secteurs périurbains, des villes moyennes, des petites communes urbaines isolées ou encore des communes rurales même. Et les émeutes sont même allées jusqu'au centre-ville, ce qui n'a pas été du tout le cas en 2005. Il y a aussi une différence d'intensité, c'est-à-dire ici, ce dont il faut se rendre compte, c'est que 2005, les émeutes ont duré 3 semaines. En 2023, en seulement 5 nuits, on a eu autant de journées de violence avec le bilan des dégradations et des vols a dépassé celui de 2005, en fait. Ça a été tellement intense en 2023 qu'ils ont fait le boulot en 5 jours, si on peut, entre guillemets, parler ça. Hein. Excusez-moi. Détérioration en 3 semaines fait en 3 jours. En 5 jours. En 5 jours. En 5 jours, ouais. On a une temporalité aussi distincte. En 2005, on a eu 2 temps. On a eu une dissémination progressive. En 2023, on a eu le déclenchement et puis très vite, comme une fumée de poudre, c'est allé taper beaucoup de territoires. En quelques heures seulement, après la diffusion des premières vidéos. Qui pourrait s'expliquer aussi par la diffusion sur les réseaux sociaux. La question que j'allais poser, savoir si tu penses, si tu as pu voir si l'effet réseaux sociaux, algorithmes pouvaient avoir un impact aussi sur la diffusion et j'allais dire, l'énervement ou la propagation, en tout cas, des violences. Fatalement, évidemment. Et les 2 points que tu soulignes, c'est-à-dire et les réseaux sociaux et les algorithmes, qui t'amènent à quand tu regardes une vidéo, à te diffuser les mêmes et en allant dans ton sens. Tout à fait. Ouais. Il y a eu aussi, dans les différences, à souligner un tissu d'acteurs associatifs qui est en nette diminution. En 1983, on a un tissu associatif qui est fort. On a l'éducation populaire qui est très forte dans les quartiers populaires. On a beaucoup de villes tenues par l'éducation populaire, par des grosses fédérations d'éducation populaire. On pense au Franca, CMEA, à l'UFCV, qui sont présents, qui réseautent. Léo Lagrange, d'ailleurs, comme ça j'en ai cité 4, qui sont sur le territoire, où il y a des adultes, il y a beaucoup d'équipes d'éducation d'éducateurs spécialisés et de prévention, de rue, qui sont là. Il y a des associations très présentes. Et puis il y a aussi d'ailleurs une ambiance en 1983 où l'adage africain qui dit il faut tout un village pour éduquer un enfant, qui était tout à fait présent en Europe. Et que je m'explique là tout à fait simplement, c'est-à-dire que n'importe quel adulte pouvait être référent d'un gamin qui était dans la rue, quoi, et qui, dès qu'il pouvait dériver, pouvait être remis à sa place par l'adulte qui était là, parce qu'on respectait l'adulte, parce qu'on respectait l'adulte et qu'il avait aussi sa place dans l'éducation de l'enfant. On a eu un tissu associatif qui s'est totalement étiolé entre 2005 et 2023. Avec une chute des subventions publiques, une explosion des commandes publiques,
des tailles d'associations qu'on grossit, mais en même temps, on n'avait plus personne, de moins en moins de personnes qui faisaient le dernier kilomètre, donc qui étaient au plus proche des habitants, et avec la quasi-disparition de toutes les associations moyennes, quoi. On avait eu de très grosses associations ou de très, 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 de minuscules associations qui travaillent sans moyens. Ce qui est encore le cas aujourd'hui, d'ailleurs, hein. Beaucoup moins d'acteurs de médiation sur le terrain en juin. En juin 2023. Je ne dis pas que ça vient tout expliquer, mais je pense que ça vient expliquer en partie ce qui s'est passé et que ça vient alimenter un peu cette ambiance que tout le monde reconnaît de crise d'autorité dans le pays. Ça va ou vous Très avez bien, des questions? très bien. Non, non, très bien, au contraire, Tout on à fait t'écoute. passionnant. On t'écoute. Donc, si je résume bien, multifacteur, à la fois, on diminue les associations, soit par l'effet de perte de subventions, donc moins d'acteurs disponibles pour encadrer, recadrer ou aider à trouver un bon chemin, et à la fois des facteurs de réseaux sociaux qui favorisent pas enfin qui favorise plutôt les contenus violents ou en tout cas excitants émotionnellement et qui n'aident pas non plus à l'apaisement. Tout ça sur un fond économique qui, pour toi, il a bougé, il n'a pas bougé, enfin, peut-être pas depuis 83, mais entre 2005 et 2023, On est on- dans une forme oui, enfin, on est en tout cas enfin, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'entre 1983 et 2023, les quartiers populaires ont totalement changé. Là où il y a une forme de paupérisation, là où on avait au-delà, enfin, je veux dire, l'adulte référent s'expliquait aussi par la mixité de la population qui existait à ce moment-là dans les quartiers populaires et qui pouvait être traduit au bar du coin. C'est-à-dire que le bar du coin, le barman du coin, côtoyait des médecins, des avocats, des policiers, des éducateurs spécialisés, des gens sans travail, des ouvriers, qui venaient tous boire leur café ou leur demi dans le même lieu. Le quartier populaire, les habitants étaient composés aussi de tous ces gens-là. Donc, en tant que jeunes, on côtoyait les enfants de policiers, comme on côtoyait les enfants des éducateurs spécialisés, comme on côtoyait d'autres. Il y avait une diversité culturelle, il y avait une diversité religieuse, il y avait une diversité ethnique, il y avait toute cette diversité-là. Il y avait la France, quoi. Hein. Il y avait une des France miniatures dans ces cieux-là. Dans les quartiers populaires en 2023, aujourd'hui, tout ça a disparu. Il y a très peu de quartiers populaires qui ressemblent à ça aujourd'hui. On sait bien que les enseignants n'habitent plus là-bas, que les policiers n'habitent plus là-bas, voilà, et que parfois, dans malheureusement beaucoup de quartiers, on est dans une forme d'ethnicisation, c'est-à-dire qu'on a des quartiers monocolores qui ne, qui ne, et qui ne et qui ne sont pas la fierté de la République, enfin qui ne doivent pas être la fierté de la République. Quand vous allez dans des quartiers comme, on va pas en citer un, mais où vous avez uniquement des Français d'origine subsaharienne ou des immigrations d'origine subsaharienne et que vous avez un collège qui ne ressemble pas à la France, on a un problème, quoi. Petite anecdote d'ailleurs. Dans nos actions, on fait venir différents journalistes. Je fais venir un journaliste de Paris, 16e arrondissement de Paris. Et donc, je le fais descendre sur une ville. Je l'amène dans un collège pour qu'il voit un peu l'action parce que je voulais qu'il puisse l'animer aussi. À la fin de l'action, il vient me voir, parce que moi, je ne le vois même plus, ça. Il vient me voir et il me dit mais Reda, tu l'as fait exprès. Ah bon, j'ai fait exprès de quoi? Il m'a dit tu as fait exprès de me faire venir dans un collège où il y avait que des personnes d'origine subsaharienne. En fait, moi, je ne le vois plus, en fait, ces trucs. Mais lui, il l'avait vu, en fait. Et voilà, et on se retrouve aujourd'hui dans des collèges où il n'y a plus de blancs. Excusez-moi de parler comme ça, mais Alors, pour toi, c'est quoi? C'est du coup, c'est des personnes qui ont essayé de placer leurs enfants dans d'autres collèges pour des raisons particulières, qui soient au niveau du niveau d'éducation, d'enseignement, ou est-ce que c'est aussi pour éviter une mixité qui pourrait paraître pour certains aujourd'hui difficile à gérer, ou c'est
comme tu le disais, également, juste dans ces quartiers-là, il y a une surreprésentation particulière d'un groupe, et donc du coup, ils se retrouvent également au niveau des collèges et au niveau des établissements scolaires. Ou à peu près, Bah, hein, parce qu'il n'y a pas qu'une seule vérité non plus, il n'y a pas qu'une seule réponse. je pense que c'est la conjugaison des problématiques que tu viens d'énoncer. Et je rajouterais que peut-être on n'a pas pris assez au sérieux les problématiques que traversaient sur ces territoires-là, qu'on n'y a pas assez répondu. Voilà, et que donc la question est pourquoi on n'a pas répondu aux problèmes qui sont venus petit à petit se superposer sur ces territoires-là. Et pourquoi on a répondu à d'autres. Mais voilà, c'est une réponse un peu complexe qui Oui, doit être à la question que tu poses. C'est pas vraiment le sujet qu'on débat, mais en effet, les clés d'explication, je pense qu'elles sont là. Et puis il y a aussi une politique du logement, hein, une politique d'affectation des logements qui peut-être être aussi requestionnée, quoi. Hein. C'est pas normal que sur certaines villes ou dans certains quartiers, on affecte les gens parce qu'ils sont de la même origine dans le même immeuble. Vous oui. voyez, et avec des immeubles de ceci, de cela, parce que on a voulu apporter la paix, la paix sociale. Donc tout ça doit être questionné. En tout cas, moi, ce que je pointe du doigt, c'est le fait qu'aujourd'hui, c'est un problème. C'est que c'est un problème et que on doit vraiment le retravailler. Et enfin, pour continuer sur le développement, il y avait une autre différence entre 1983, 2005 et 2023, c'était qu'en 1983, il y a eu le lancement de la marche pour l'égalité. Mitterrand reçoit la délégation à l'Élysée. Il annonce une carte des séjours de 10 ans. Ça, c'est le premier rendez-vous manqué avec une population qui ne demandait qu'une seule chose, c'est de pouvoir vivre dans les mêmes... Enfin, qui demandait l'égalité pour tous, en fait. Et qui demandait le même service public. En 2005, ce que j'ai déjà évoqué tout à l'heure, mais on a un ministre de l'Intérieur qui attise un peu les tensions en niant la course-poursuite mais un discours du président sur. C'est-à-dire qu'on a un ministre de l'Intérieur à l'époque qui veut devenir président et donc il remet un peu d'huile sur le feu. Mais on a quand même un président aidé de son premier ministre qui retravaille réellement sur l'intégration avec des mots qui sont plutôt intelligents à son encontre. Mais ça ne vient pas calmer la fronde. Alors qu'en 2023, malgré tout, on a une condamnation du geste du policier par le président qui est assez rapide et qui est assez clair. Je ne sais pas si mais en tout cas, ça a eu, je pense, un effet qui a fait que les choses se sont calmées plus vite, alors qu'elles auraient un peu plus débordé. C'est mon point de Alors, curieusement, d'ailleurs, on peut voir avec le rebondissement de cette affaire là ces derniers temps que d'une manière générale, ça a peut-être calmé la population, mais pour les forces de l'ordre, ça les a profondément blessés. Les positions sont difficiles à trouver. Le juste milieu est assez difficile, puisque comme tu l'as rappelé, il y a beaucoup de forces de l'ordre qui quittent je veux dire, la vocation ou la profession. Et c'est vrai que les positions des uns et des autres au niveau politique n'a pas aidé non plus pour trouver peut-être la voie. Est-ce que ça, tu l'as ressenti également sur le terrain ou... Oui, on le ressent, nous, enfin, tu as énoncé, hein, c'est une équation complexe. Et en fait, il y aura toujours des déçus. Quand la justice passe, c'est compliqué en fait de contenter tout le monde. Hein. Et vous êtes bien placé pour le savoir. Vous êtes mieux placé vous êtes mieux placé que moi là-dessus. Je voudrais attirer l'attention sur le fait que quand les policiers sont mécontents d'une décision, et ça a été le cas aussi dans les émeutes, en général, c'est rarement le ministère de l'Intérieur qui parle. C'est généralement les syndicats. Hmm. Et j'allais dire que là-dedans, chacun est dans son rôle. C'est-à-dire que vous avez les associations qui luttent contre le profilage ethnique, qui vont avoir leur discours et leur positionnement. Vous avez les syndicats des forces de l'ordre qui vont avoir leur discours leurs adhérents, mais que au milieu, en fait, il y a beaucoup. Je pense que la majorité des Français sont en capacité de pouvoir comprendre la complexité de la problématique et attendre à ce que tout ça soit réglé de façon intelligente et puisse contenter tout le monde. Et c'est ce chemin-là
qu'il faut essayer de trouver, où il faut être très pédagogue. On n'est pas là d'ailleurs pour juger les décisions de justice, hein, c'est pas du tout notre rôle, ou pour les évaluer, hein, on n'a pas les compétences pour le faire. Par contre, il faut beaucoup de pédagogie pour les faire accepter, et aux uns et aux autres. Et c'est là toute la difficulté de ces problématiques-là, comme d'autres. Et donc, au niveau de ton retour, donc dans les rencontres, que ce soit pour les lycéens, les collégiens et ces personnels que sont ou même des pompiers, est-ce que ça a permis, j'imagine, une meilleure relation, une meilleure vision de l'autre pour éviter que ça puisse s'embraser, que les pompiers ne se retrouvent pas à se retrouver caillassés quand ils interviennent, ou que les policiers, que ce soit municipaux, nationaux, comme tu le disais, c'est le distinguo, il soit mieux expliqué et mieux compris par déjà les étudiants. En fait, on pourrait y revenir là-dessus, mais en vérité, tu poses plusieurs questions qui amènent à plusieurs problématiques et qui amènent à plusieurs explications. D'abord, nous, le travail qu'on fait, on le fait en amont. Euh, il faut savoir que pendant 10 ou 15 ans, depuis la suppression de la police de proximité, en vérité, on a eu très peu d'initiatives qui allaient au contact de la jeunesse ou de la population. C'est-à-dire que le seul contact que pouvait avoir la population française, de citoyens français, avec sa police, c'est quand il était en infraction, et donc plutôt sur de la répression, ou quand il avait un problème lui-même et qu'il devait aller au contact pour déposer une plainte ou autre. Au commissariat de police, et qu'il y avait très peu d'espace finalement où on pouvait avoir un retour, un état de l'art de la situation, de cette question de la relation avec la population, où on pouvait, et les habitants, et les professionnels, et les jeunes, pouvoir échanger avec les policiers pour mieux se comprendre, et pour que le citoyen, jeune ou moins jeune, puisse comprendre quel est le métier des forces de sécurité intérieure, et puis aussi pour que les forces de sécurité intérieure puissent comprendre aussi des populations peut-être qu'ils ne connaissent pas vraiment, ou une jeunesse qui arrive et qui est en perpétuel changement. Et ça, ces espaces-là, ils n'existaient pas. Par contre, ce qui existait pendant ces 15 ou 20 dernières années, pendant que la police de proximité n'existait plus, c'est un discours et des associations qui sont organisées pour parfois avoir un discours très virulent à l'endroit des forces de sécurité intérieure. Et là, finalement, on avait très peu d'antidotes, si ce n'est les syndicats qui ôtent. Et on a laissé, mon analyse personnelle là-dessus, hein, on a laissé quelque chose s'installer qui a fait qu'on a eu une génération peut-être qui n'a pas totalement saisi, et qui a grandi avec une image très négative de ce que sont les forces de sécurité intérieure, bien plus que d'autres générations. Après est venu pallier à tout ça. Quand on parle des forces de sécurité intérieure, on parle de forces de l'ordre, on parle de gendarmerie, on parle de la police nationale, on parle de la police municipale, et on peut parler d'autres corps. Mais en fait, entre la police municipale et la police nationale, c'est qu'il y en a une qui est une compétence régalienne et l'autre qui est à la main du maire ou des communes. Première problématique que ça pose, c'est d'abord la sécurité et la tranquillité publique est-elle une compétence régalienne? Et si oui, à qui la charge d'eux? Et donc, si moi, mairie, je me dote d'une police municipale parce que j'ai les moyens, quid de la ville à côté qui n'a pas les moyens de se doter d'une police municipale? Et là, est-ce qu'on ne crée pas une inéquité territoriale face à la tranquillité publique et face à la sécurité selon le territoire et selon le fait qu'il ait les moyens ou pas? Ça, c'est une première question. La seconde question, c'est que les forces de police municipale sont venues parfois, sur certains territoires, pallier à la police de proximité. Et dans la définition ou dans le parcours de certains policiers ou de gendarmes, c'était assez clair. Moi, j'en ai connu beaucoup qui ont démissionné de la gendarmerie ou de la police municipale pour aller vers la police nationale. Pour aller vers la police, pardon, de la police, ont démissionné de la police nationale ou de la gendarmerie pour aller vers la police municipale. Et quand on leur demande leur argumentation, c'est premier lieu parce que je ne veux pas me faire bombarder sur un autre territoire ou autre, et donc là, je sais avec quelle ville je vais contracter. Le second argument qui peut avoir lieu, c'est peut-être le salaire parfois. Mais il y a un argument qui chapeaute tout ça, c'est la proximité avec les habitants.
Voilà. Le policier municipal explique qu'il aime bien cette proximité-là avec les habitants, qui va avoir le temps d'échanger avec le responsable associatif, avec le tissu associatif local, avec la petite mamie du coin, avec les parents à la sortie des classes, avec les jeunes qui jouent au football et autres, pour créer ce lien de confiance-là. Et donc venir pallier à la police de proximité. Mais la police municipale crée aussi d'autres problèmes, celui de l'inéquité territoriale que je vous évoquais tout à l'heure, et l'autre que c'est à la main d'un maire qui peut aussi en faire sa petite milice, et sans quasi-contrôle, et qui peut aussi être une difficulté. Voilà, cette parenthèse étant faite, pour aller directement à ta question, nous, les espaces de dialogue concrets, que ce soit donc au niveau des professionnels, au niveau des habitants ou au niveau des jeunes, c'est une première rencontre, voire plusieurs rencontres entre les forces de sécurité intérieure et les habitants qui finalement permet déjà d'avoir rencontré une fois, et là quand on a des projets, nous c'est plus long cours, mais plusieurs fois des policiers dans un autre cadre et dans une forme d'humanisation de ce qu'est l'autre. Et donc déjà, si on arrive à faire ça, c'est qu'on a déjà gagné, une étape. Et nous, dans nos espaces, hein, et on travaille avec des jeunes et on travaille sur les territoires les français les plus difficiles, on n'a jamais eu un dérapage. On n'a jamais eu une difficulté, on n'a jamais eu de problème, on n'a jamais eu de manque de cadre. Et moi, je pense sincèrement et profondément que les gens sont en capacité de pouvoir accepter un cadre, encore plus s'il est co-construit avec eux, et encore plus si celui-ci peut faire écho ou est en adéquation ou est à l'écoute des besoins de ces populations. Et je pense qu'il y a des extrêmes qui ont tout intérêt à ce que ces antagonismes-là entre certaines populations et forces de sécurité intérieure persistent, parce que c'est là qui Les votes. exactement. Non, c'est très intéressant ce que tu disais aussi. Pardon, je reviens sur malheureusement ta parenthèse, enfin pas malheureusement, mais c'est très intéressant parce que euh, sur la police municipale, sur le fait que beaucoup de gendarmes et de policiers nationaux viennent, et ce que tu disais sur le fait que non seulement ça leur permet de prendre le temps, j'allais dire, de connaître leur territoire, de connaître les gens, de pouvoir discuter, et peut-être qu'aux polices municipales, parce que elles n'ont pas les mêmes missions que la police nationale. Il y a peut-être moins de pression de ce qu'on appelle les MAD dans la police nationale, c'est-à-dire les mises à disposition, c'est-à-dire le chiffre, la politique du chiffre de il faut aller ramener du monde, faut que tu ramènes du monde au commissariat parce qu'il faut présenter des gens au juge. Problématique qu'on avait déjà abordée avec Béatrice Baugère, qui est magistrate et syndicaliste des magistrats lors d'un précédent webinaire. De cette inadéquation entre la politique, j'allais dire, de faire du chiffre pour la police, alors que la justice est très encombrée. Et là, de ce que tu viens de nous dire, de ton retour d'expérience, c'est très intéressant de voir que certains policiers et ou gendarmes veulent retrouver, j'allais dire, une discussion et apprendre et à discuter avec les citoyens qu'ils auront à gérer dans un territoire donné, avec peut-être un peu moins de pression que ce qu'ils avaient dans leur service de départ. Mais en fait, pour moi, ça, c'est tout à fait clair. Hein. Enfin, franchement, il faudrait faire une étude un petit peu plus sérieuse ou autre, mais nous, on collabore avec beaucoup de commissariats français, on échange avec beaucoup de policiers de différents niveaux, hein, de la police nationale ou de la gendarmerie. Et il y a une chose qui est claire, c'est-à-dire historiquement, quand Jospin met en place la police de proximité avec Jox, il y a une réticence de la police nationale à aller finalement vers de nouvelles activités qui n'étaient pas dans leur description de poste, qui n'étaient pas dans leur profil de poste. Voilà, donc ils comprennent pas l'intérêt, ils saisissent pas, ils y vont, mais pas un peu à tâtons, et puis ça met un peu de temps, mais ça s'y met. Ensuite, on a un ministre de l'Intérieur qui met fin à cette police de proximité, et puis ensuite on vient. Aujourd'hui, on est un État où, en fait, on a une forte demande de la part des policiers, que ce soit police nationale, gendarmerie,
de proximité avec la population, et quel que soit le niveau. C'est-à-dire que le directeur de la police nationale, nous, sur différents échanges avec qu'on avait eu, ou alors lors de conférences qui citaient notre organisation, était très preneur là-dessus. En fait, quand on traite de ces questions de sécurité, et maintenant je les traite de plus en plus et je fais des conférences sur les questions de tranquillité publique et de sécurité, on se rend bien compte que la répression à elle seule ne pourra rien. Et les policiers ont compris une chose, hein, nous on travaille aussi avec des syndicats policiers, c'est qu'on ne peut pas laisser aux forces de sécurité intérieure 90% des problèmes de la société à régler. C'est plutôt le contraire qui doit se passer, c'est-à-dire que 90% des problèmes doivent être réglés en amont et que les forces de sécurité intérieure n'aient que 10% des problèmes à la fin. Et à ce moment-là, il faut qu'on s'organise en conséquence. Et y a d'autres choses qui doivent être absorbées, parce que comme ça ne pourra plus tenir. On voit bien des policiers là qui sont à bout, on a une population qui sont à bout, on voit bien un cadre qui commence à se déliter et qu'il va falloir repenser tout ça. On ne peut pas avoir, si vous voulez, une impression dans notre société, et moi c'est ce que je lis aujourd'hui, ou c'est ces différents échanges que je peux avoir, c'est une forme de, sur ces sujets-là, tranquillité publique, sécurité, une forme de, vécu par la population et les citoyens, une forme d'impuissance, une forme de, comme si il était inéluctable, que de toute façon, comme s'il était inéluctable qu'à un moment ou à un autre, les extrêmes arrivent au pouvoir pour refaire les choses. Mais les uns et les autres, un peu conscients, savent bien que, et les policiers un peu cortiqués dans le corps syndical, des forces de sécurité intérieure, le disent très régulièrement. Il faut les écouter à la télé. Nous, sans prévention, on ne pourra rien. Le préfet de police, après les différents dérapages qu'il y a eu à Pair, après les différents et grands événements sportifs, le disait bien aussi. Nous, sans la prévention, on n'est rien, en fait. Nous, sans la prévention, en fait, on ne peut pas travailler convenablement. Il n'incombe pas aux forces de sécurité intérieure de régler 90% des problèmes d'une société. Ça ne peut pas marcher comme ça. Et donc, l'une des composantes de cette prévention est bien la police de proximité, pas la seule, hein, mais l'une des composantes, ça reste bien ça, parce que les associations, les éducateurs, les personnes qui sont en capacité de pouvoir poser un cadre à ces nouvelles générations, hein, et comme le disait Hannah Arendt, ces nouvelles générations qui sont en fait dans le rôle de jeunes. Je ne sais plus quels mots elle utilisait exactement, mais je vais essayer de la paraphraser, qui disait c'est une bande de sauvageons à qui il faut apprendre le cadre. Voilà, et nous, c'est le rôle d'une société que de pouvoir éduquer. Cette jeune génération. On ne peut pas laisser ce boulot uniquement aux forces de sécurité intérieure. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Patrice? Oui, oui, bien sûr. Jean-Claude, tu avais une question peut-être. Je souhaiterais aborder avec toi plusieurs questions. La première question qui me taraude, c'est qu'en France, j'ai le sentiment que les silos, la séparation entre les métiers, les fonctions, les formations, etc., est très important. Et j'ai l'impression que l'état de droit est en péril à cause de cette impossibilité de travailler en synergie et d'une façon pragmatique. Est-ce que tu perçois cela? Est-ce que tu as l'impression que c'est une question véritablement sur le terrain qui est importante, ou c'est un autre ordre de préoccupation qui est plutôt au niveau étatique en général, etc.? En tout cas, on reste sur les questions de tranquillité et de sécurité publique. Moi, ce que tu dis, je signe à 100%. Et on le voit bien sur les terrains, et on le voit bien, c'est-à-dire que le silo a ceci de problématique qu'il crée des zones grises, et que ces zones grises, finalement, ne sont... personne ne s'en occupe. Et quand on va voir les uns et les autres, donc sur une ville, que tu as une police, que tu as une police municipale, et qu'on dit, bon, il y a un problème de ce type-là, et que la police municipale renvoie vers la police nationale, que la police nationale renvoie vers le truc, et que le maire renvoie vers l'État, et que l'État renvoie vers le maire, et que personne ne prend en charge cette problématique-là, les gens restent dans leur silo, restent sur leur champ, restent dans truc, et en fait, les problèmes des habitants ne sont pas résolus. Moi, je signe des deux mains.
Et j'ai le sentiment, si tu veux, que dans tous les domaines, c'est vrai, parce que quand on écoute des personnalités comme Béatrice Brugère, j'ai le sentiment que vraiment, à l'intérieur même de ce qui est le monde juridique et judiciaire, il y a des impossibilités de communication extrêmement graves entre la justice, la police, la gendarmerie. Je pense qu'il y a des communications, mais que véritablement, l'un des premiers changements qu'il faut absolument, auxquels il faut songer, c'est mettre fin à notamment des silos bureaucratiques ou même des états d'esprit qui rendent impossible la compréhension de la situation. La démarche est à l'inverse de ce qui est holistique. Donc, je pense que toi, ta démarche est absolument à l'opposé. Ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que tu penses qu'en œuvrant sur le terrain de cette façon, au fond, c'est plutôt de la base du monde juridique, de la sécurité, que ces silos peuvent céder d'une certaine façon? Tu penses que c'est possible? Ben, en fait, je pense que, alors, il y a des silos et en même temps, il y a des, il y a finalement des gens qui arrivent quand même à travailler ensemble. Oui, C'est-à-dire que oui, tu prends la police et la justice, qui est un exemple qui revient très bien. Les équipes de BAC qui vont arrêter, qui sont en brigade jour et nuit, qui font de l'interpellation et autres, eux, ils interpellent et puis ils défèrent. Okay, enfin, ils interpellent et puis ensuite, tu as l'inspecteur au sein du commissariat qui lui prend l'affaire en main et qui lui-même est en contact avec le juge. Ok, donc c'est lui qui échange avec le juge. L'inspecteur, enfin, c'est bon, c'est plus un inspecteur, mais le policier qui échange avec oui. le juge, lui, a la compréhension à la totalité du dossier, à les tenants et les aboutissants de toute l'affaire. Donc, il a une communication avec le magistrat qui est bien plus fluide et qui est mieux comprise que le mec de la BAC qui lui comprend pas du tout. Ou que le simple policier qui est à la réception et qui prend les plaintes, mais qui n'est pas en contact avec le juge. Donc il y a ce contact-là entre juge et les policiers qui sont directement en contact avec lui, qui se passe plutôt pas mal en fait, hein, qui se passe plutôt pas mal, qui n'est pas Et je aussi pense négatif. que c'est la même chose pour la gendarmerie. Il y a aussi une synergie qui est bonne, Voilà. semble-t-il. Par contre, le reste du commissariat a des difficultés parce qu'il ne comprend pas. Et le mec du terrain qui est à la BAC, en effet, qui voit le lendemain le mec qui vient d'interpeller ressortir tout sourire en train de lui faire un bras d'honneur, et ben lui, pour lui, je veux dire, il doit s'interroger sur le sens de Pas son travail. acceptable, c'est pas viable. Tout Tu à fait. vois, il doit s'interroger sur le sens de son travail, quoi. Et peut-être qu'à ce moment-là, il y a quelque chose à travailler sur un peu plus de pédagogie et un peu plus de transparence pour avoir une meilleure compréhension des différents enjeux. Moi, je pense qu'en France, que je regarde surtout la France de l'étranger, il y a quand même un problème fondamental à l'heure actuelle, c'est l'appropriation des normes et du droit par les usagers, les intéressés. D'autant plus que les territoires maintenant deviennent très différents et que si on ne fait pas un effort pour cette appropriation, il y a une partie du territoire qui décroche, qui n'a plus de capacité de comprendre même les fondements de la procédure pénale, du droit pénal, etc. Et je trouve que cela, c'est vraiment très grave parce que moi, je pense vraiment que le décrochage s'aggrave rapidement. Ah oui, 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 oui. D'ailleurs, pour quand on parlait des émeutes, il y avait une convergence entre ce qui s'est passé et les Gilets jaunes. Absolument. C'est-à-dire qu'il y avait une étude de Marco Berti et de Maëla Guillaume intitulée Analyse comparée et socio-territoriale des émeutes de 2023 en France, où on a 73% des petites villes et 91% des villes moyennes touchées par les émeutes de 2023, qui auraient été des lieux de rassemblement du mouvement en 2018, en fait. Mais je voudrais simplement te dire que j'ai le sentiment qu'au plan international, nous avons quand même dans beaucoup de pays une sorte de séparation progressive et aggravée entre les institutions en général et les populations. C'est un mouvement beaucoup plus général qui, d'une certaine façon, ne peut pas être traité de façon non plus, tu vois, micro-différenciée, etc. Il y a de grands mouvements de société qui font que, d'ailleurs, c'est dû en partie aussi au réseau, etc.
la légitimité de l'État et l'État de droit n'est plus aussi forte. Et d'autre part, à la première critique, on a le sentiment que c'est la voie qui n'est pas étatique, qui doit être crue et qui est fiable. Mmh. Donc il y a Mais vraiment un changement de ce point de vue. ça, c'est vrai. Alors, je souscris totalement avec ça, mais comme tu as l'air de maîtriser un peu mieux le sujet là-dessus, c'est vrai uniquement en France ou c'est vrai pas Non, ailleurs? non. Je pense que le monde est en train de changer, y compris de façon de voir la relation entre l'individuel et le collectif, et que toutes les institutions sont d'une certaine façon remises en cause. Ça ne veut pas dire qu'elles vont s'effondrer, mais en tout cas, si on ne travaille pas pour leur redonner une légitimité, comme au droit, à mon avis, nous allons vers de très graves difficultés sociétales. C'est mon D'accord, sentiment. je suis absolument d'accord. Et ajouter à ça, quand même, en France, il ne faut pas non plus le nier, qu'on a une forte sous-représentation dans les postes de décision d'une partie de la population française. Je veux dire, les questions de... euh, on s'interroge les uns et les autres à savoir pourquoi notamment les extrêmes risquent d'arriver en 2027. Hein, c'est comme si c'était inéluctable. Il y a toutes les difficultés qu'on décrit là, il y a ce que tu dis là qui est tout à fait juste, mais il y a aussi un fond discriminatoire et entre guillemets raciste qui fait qu'on en est là aussi et que peut-être auparavant sur les dernières années on ne l'a pas assez combattu et qui donne ce résultat là quoi, qu'on n'a pas voulu regarder l'évidence. Je ne sais pas si je suis clair dans ce que je dis. Non, non, mais bien sûr, et il y a un changement de société très profond et qui fait que si nous voulons sauvegarder l'essentiel, ce n'est pas par des petites mesures seulement que nous allons pouvoir faire face. Alors, deuxième question que je voulais te poser, tu as quand même des territoires où tu es, une vision de la criminalité et des changements de la criminalité organisée. Je Ouais. me demande quelle est la part de ces changements et en quoi finalement cela peut remettre en cause notre approche classique de la relation entre la population et les institutions, notamment judiciaires, pénales, etc. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a une remise en cause? Et une autre question qui m'interroge aussi beaucoup, quelle est la demande de sécurité de la part des populations dans des territoires qui sont séparés ou qui sont en difficulté au regard de l'ordre public et de la protection étatique? Mmh, mmh, mmh. Il y a beaucoup. Alors, vraiment, je commencerai par ta première question. Mais Oui. la demande en termes de sécurité est très forte de la Oui. part de la population de ces territoires-là. Pour une chose très simple, hein, c'est que c'est eux qui subissent les premiers ces problèmes d'insécurité. Il faut le savoir. Oui. C'est-à-dire que c'est eux qui subissent à l'entrée de leur immeuble des contrôles intempestifs, des odeurs intempestives, du bruit intempestif, des risques de passer sous les balles d'un règlement de compte, des risques de voir leurs enfants être happés par un business auquel ils ne voudraient pas par ces biais-là. Donc, les gens des quartiers populaires, dans leur grande majorité, sont en demande de bleu, sont en demande de sécurité et sont en demande aussi de pouvoir échanger avec les forces de sécurité pour limite co-construire avec eux Oui. les outils de sécurité. Sur ta seconde question, en fait, sur le changement, en fait, il y a une énorme transformation. C'est-à-dire que dans les quartiers populaires, là où on avait du deal Occasionnel ou local local. de, de gens issus du quartier, du petit jeune issu de quartier, qui a commencé d'ailleurs plutôt dans des familles les plus fragiles, donc Oui. plutôt dans les familles isolées ou autres. On est arrivé aujourd'hui à un deal ultra organisé, tenu par des gens qui viennent de l'extérieur du quartier et qui pointent, comme on pointe à l'usine pour les 3-8, quoi, hein, qui sont déposés par camion le matin à 8 heures et qu'on vient rechercher à 1 heure ou 2 heures du matin quand ils ont terminé leur journée. On a des balais de soldats qui voyagent à travers la France et puis qui font des CDD, un coup
Avignon, un coup à Cavaillon, un coup à Marseille, à qui monte à Rennes, qui monte à Nantes, qui viennent en Île-de-France, et puis qui repartent, et puis qui tournent. Mais ce sont les pratiques que nous voyons dans les pays d'Amérique latine, etc. Toutes ces main-d'œuvre qui sont aussi des main-d'œuvre, c'est aussi du travail forcé en grande partie, au sens général du terme, qui sont transposées. Et d'ailleurs, tu as vu que, au fond, le fait de les amener sur d'autres territoires garantit plus l'immunité des narcotrafiquants, etc. Il y a toute une exploitation de l'âge et du lieu qui est évidemment très organisée et inquiétante d'une certaine façon. Tu sais, dans les quartiers populaires et ces trafiquants-là n'ont pas fait, enfin pour certains, je suis sûr que certains n'ont pas fait d'études. Par contre, ils ont regardé des séries, ils ont regardé des films, ils ont regardé ce qui se passait en Amérique. Absolument. Et puis, ils ont transposé. Hein, je veux dire, The Wire à l'écoute. Narco, c'est narco partout, narcosqué. Ah, The Wire, Narco et autres, c'est leur école. C'est leur école. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est sur des territoires où finalement, le sentiment des populations que tu as interrogées tout à l'heure, c'est qu'ils ont un sentiment d'être totalement délaissés, totalement abandonnés, qu'on a une jeune génération qui grandit, des collégiens et des lycéens, nous, qu'on voit, qui ne croient plus en l'état de droit. Non. Parce que l'état de droit, en bas de chez lui, il n'existe pas. Parce que égalité, fraternité, ça ne résonne en rien. Pour une chose très simple, c'est que quand il va chercher un stage, il a le choix entre un stage kebab et un stage kebab. Parce que quand les forces de sécurité intérieure sont appelées, qu'elles sont débordées, elles ne peuvent pas suivre la demande qui est faite, et que malgré tout, on arrive à avoir des trafiquants qui sont hyper intelligents, et puis parfois qui sont hyper organisés. CF, ce qui s'est passé à Cavaillon, le trafiquant de drogue qui met en place des activités pour les jeunes en été, parce que la collectivité ne s'est pas occupée de faire ça, quoi. Et que, comme voulant garantir le calme dans son quartier, il préfère lui-même mettre ses activités et pouvoir continuer son business que d'avoir un bordel qui lui permettrait pas de continuer son business. Donc oui, on est passé à une échelle qui pourrait être, on va vers une organisation à la mexicaine là-dessus, et on y va à une vitesse grand V, hein. C'est-à-dire qu'il y a même sur des territoires très lointains au fin fond de la France, là moi j'en reviens, où on s'interroge et où vous avez 2 quartiers sur 3 qui sont plus tenus par des dealers locaux, qui sont tenus par des gens qui viennent de l'extérieur. Et les gens qui viennent de l'extérieur, pour le coup, en effet, ça décharge le dealer global parce que ça lui permet de le manipuler un peu comme il veut. Et en effet, il y a cette idée d'esclavage derrière. Mais ça met aussi en pression la population qui n'a plus de prise sur ces jeunes-là. Parce que là, pour le coup, lui, il n'habite pas là. Donc, tu connais ni son père, ni sa mère, ni son pédigré, ni son truc. Et si tu viens l'embêter, en fait, il peut te faire très mal, quoi. Il peut te faire très mal en faisant du mal à ce que tu possèdes, ta voiture, ton appartement, ou à te faire du mal à toi physiquement. Lui, il peut te localiser, toi, tu ne peux pas le localiser. Et ça, c'est une faiblesse très forte qui nous a été remontée partout. Comme la police de proximité, par les habitants qu'on a pu interroger, on a interrogé des milliers et des milliers, à chaque fois, on revient sur l'erreur faite d'avoir supprimé la police de proximité. Dis-moi, je voulais te poser une dernière question, mais qui est à la fois plus grave et plus délicate. Je pense que dans le monde en général, nous avons de grandes questions posées par les liens entre les spiritualités, les religions, l'état de droit, la sécurité, etc. J'ai le sentiment, mais je peux me tromper, en discutant, alors ça n'est pas représentatif, mais de temps en temps, avec des jeunes arabo-musulmans de qualité, j'ai le sentiment qu'ils me renvoient cette idée qu'au fond, qu'il n'y a pas de réponse à l'état de droit en France à l'heure actuelle, ou tout au moins tu parlais d'une sécurité très difficile dans leur vie quotidienne, et que peut-être la réponse viendrait d'ailleurs, à la fois d'une spiritualité plus grande pour les jeunes, et peut-être même de l'application de la charia. Je ne veux pas brusquer le débat. Quel est ton sentiment à cet égard? Est-ce qu'il y a, à ton avis, beaucoup de jeunes qui pensent à une certaine sécurité? Alors, évidemment, pour nous, ça pose toute une série de problèmes, y compris bien sûr l'égalité homme-femme, etc. Mais est-ce que tu penses qu'il peut être vrai que certains pensent qu'au fond,
il n'y a pas de réponse juridique durable sans un recours à la religion. Bah, en fait, moi, j'inverserais Oui. ce que tu dis. C'est-à-dire que je pense que s'il n'y a pas une réponse forte à ces problématiques d'insécurité que vivent certains habitants, certains territoires très fortement, en fait, elles seront prises en main par d'autres et qui ne répondent pas aux règles républicaines. Et que comme la nature a horreur du vide, et ben en fait les espaces et les gens vont commencer à s'auto-organiser. Je pense pas que, alors moi je n'ai pas vu des gens aller jusqu'à la charia, hein. C'est un débat un peu subliminé par, mais je pense que il est possible que sur certains territoires, pour avoir une forme de paix sociale, certains vont utiliser le religieux pour pouvoir le faire accepter. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces mouvements et ces mouvements religieux prennent aussi de la force de la part des élus et de la part des élus locaux qui jouent avec ce communautarisme, qui jouent avec ces croyances, cette spiritualité pour se faire élire. En fait. Et quand vous avez de plus en plus de villes qui préfèrent mettre à leur tête ou qui préfèrent dialoguer avec le religieux plutôt que dialoguer avec le diplômé du coin, parce que c'est plus facile, parce que c'est plus simple, parce que finalement on risque d'avoir un nombre de voix bien plus important si on deal avec le prêtre, le rabbin ou l'imam qu'avec l'association qui travaille sur les questions d'empowerment ou sur le truc. Je veux dire, la problématique n'est pas tombée toute seule. Il faut que les uns et les autres s'interrogent sur la responsabilité du moment et de l'état de l'art qu'on fait là ensemble. Ensuite, moi, ce qui m'a interrogé sur les territoires que j'ai pu rencontrer, c'est que je vois aussi de plus en plus de jeunes, finalement, qui ayant du mal à trouver leur place dans cette société, la société française, qui ont finalement, on leur renvoie une image négative d'eux-mêmes, de leurs parents, de ce qu'ils sont, de ce qu'ils voudraient être, que je crois qu'il faut avoir une forte personnalité ou alors qu'il faut vraiment avoir pénétré la société française euh, très fortement et l'avoir compris et s'en être imbibé euh, pour, euh, pour éviter de se réfugier dans un cocon qui peut être le cocon religieux. Et c'est là où est toute la difficulté de notre société aujourd'hui. C'est qu'on balance des invectives, qu'on a des médias, qu'on a des think tanks, qu'on a des grands patrons qui financent une pensée très négative à l'endroit d'une partie de la population française, qui leur dénie même maintenant ce droit à être français et qu'on n'a pas finalement un réel contre-pouvoir là-dessus, républicain, qui viendrait répondre à ça. C'est quoi aujourd'hui finalement les forces en présence qui œuvrent contre les discriminations, contre le racisme, contre les actes islamophobes que peuvent vivre les Français de confession musulmane dans notre pays. Elles sont où les prises de parole publiques qui viennent questionner ça, en fait? Moi, je les vois très peu. Par contre, ce que je vois, c'est un déferlement de haine dans n'importe quel post sur Twitter ou sur les réseaux sociaux, des chaînes de télé type CNews, mais on pourra en citer d'autres, qui se déchaînent à longueur de journée sur ces sujets-là et en montrant les quartiers populaires de façon, en ayant à chaque fois une intervention sur les quartiers populaires orientée négativement et sans réel contre-pouvoir de l'autre côté. Et là-dessus, les copains, il va falloir qu'on se réveille parce que si on veut à nouveau que la société française croit en ses institutions, croit en ses valeurs, croit en la laïcité, chose auquel moi je crois encore profondément, il va falloir qu'on se mette au boulot parce que là, le compte n'y est pas.
Alors, tu sais que nous n'avons pas et jamais de prise de parti politique, mais il est important qu'on ait bien sûr des considérations sociétales qui font que ce que tu exprimes peut être compris par tous. Moi, je voudrais te dire, avant de céder la parole à notre président, j'ai profondément apprécié ce que tu as dit. C'est pour moi très important pour progresser un tout petit peu dans l'analyse des situations et espérer, d'une certaine façon, combattre pour l'état de droit qui ne va pas de soi et qui, à mon sens, est quand même à l'heure actuelle en présence de défis extrêmement graves. Merci infiniment. Monsieur le Président. Merci. Bah, peut-être que Reda avait encore d'autres sujets à Oui, aborder. bien Sinon, sûr, bien sinon c'est sûr. vrai on a abordé pas mal de sujets grâce à toi, même si c'est des sujets qu'il faut encore approfondir, mais parce que je pense qu'ils sont nécessaires. Et encore une fois, merci, parce que tes actions nous permettent d'avancer sur cette question, de ne pas pouvoir y répondre totalement, mais en tout cas d'aborder des points. Moi, ce que je retiens surtout, c'est que la discussion, la compréhension, et du coup, le respect de l'autre vient naturellement parce qu'à partir du moment où l'un et l'autre, qui peuvent parfois s'opposer, se parlent et se comprennent et s'apprennent, j'allais dire, même si ce n'est pas français, s'apprennent l'un l'autre, il y a une meilleure, j'allais dire, un respect et une meilleure compréhension et surtout intégration parce que c'est aussi quelque chose là aussi, on te rejoint parfaitement. C'est-à-dire qu'il faut, on a beaucoup de gens et d'énergie qui viennent, j'allais dire, créer des groupes à droite à gauche, et il y a peu de personnes qui essayent de réunir. Et par tes actions, je trouvais, je pense que Jean-Claude Bien me sûr, rejoint, bien sûr. tu œuvres à la réunification, à venir se reparler, à venir se comprendre, à venir s'apprendre et à retrouver du sens, de se dire, au fait, on vit tous ensemble, on est sur le même territoire, comment on fait pour que tout le monde puisse se parler, se respecter et, comme tu l'as dit au départ, avoir, je ne vais pas dire des héros parce que c'est trop simple, c'est trop facile et puis c'est infantile, mais des exemples et de se dire, voilà, tout n'est pas impossible. Évidemment, comme tu disais, on ne va pas tous devenir astronautes, et c'est aussi bien, on n'a pas parlé des sportifs parce que je crois aussi que tu fais venir des sportifs, tu organises aussi des choses autour du sport, donc une activité sportive, c'est pas juste faire plaisir à des jeunes parce qu'ils sont incapables de faire autre chose. Non, c'est un lien parce que en faisant une activité physique et intellectuelle commune, ça permet aussi de s'apprendre les uns les autres. C'est aussi ça, le sport, surtout le sport collectif. Ça permet de créer du lien et du sens. Donc, c'est vrai que ça aussi, tu l'organises. J'ai vu aussi qu'il y avait des psys qui t'accompagnaient dans cette démarche. Je trouve ça intelligent aussi d'avoir cette approche, Oui. d'avoir une compréhension psychologique, pas que sociologique, pas que d'un point de vue juridique. Et tout ça, c'est un peu ce qui est nécessaire pour se rappeler que les forces vives de la nation, comme on l'appelle, même si c'est un peu pompeux, c'est les citoyens, c'est les personnes, c'est les humains. Et donc, se rappeler un peu les fondamentaux, pourquoi on est ensemble et pourquoi on est tous dans la même société, la même nation, la même nationalité, et qu'est-ce qui fait que cet état de droit doit marcher. Mais en tout cas, merci déjà pour tout ça. Bien sûr, tu as encore la parole si tu avais d'autres sujets à aborder, et on aura plaisir à t'accueillir et à t'écouter, et surtout te consulter sur ces sujets parce que c'est des sujets importants. Comme disait Jean-Claude, aussi transgénérationnel, parce que c'est aussi important de comprendre et de voir cette vision de la société qui sort du cadre. Voilà. Merci beaucoup, Reda, euh, Merci infiniment, Reda. et à Merci très beaucoup. vite, Beaucoup. à Merci. très vite en réel. Et on garde le contact. Au plaisir. À très bientôt. On est en modeste appui de tout ce que tu fais et ton équipe, de toute façon. Merci beaucoup. À très bientôt. À bientôt. Salut, Je à t'embrasse. bientôt. Merci Ciao. encore. Au revoir. Ciao.